À la fête de fiançailles de ma sœur, 50 invités. Mon père m'a lancé un défi sur mon amour pour un pauvre fermier. Mon silence fut rompu quand mon petit ami se leva et le futur beau-père de ma sœur s'exclama « Attendez. C'est vous ?» Un silence glacial s'abattit sur la salle. Je m'appelle Sophie Pelletier, j'ai 27 ans. À la fête de fiançailles de ma sœur, 50 invités, une fontaine à champagne, un quatuor à cordes. Mon père a levé son verre. À notre fille qui a tant réussi, a-il dit, les yeux fixés sur Chloé. Notre fierté et notre joie. Puis il s'est tourné vers moi, cachant à peine son sourire en coin. Et toi, toujours amoureuse de ce pauvre agriculteur ? J'ai continué à manger en silence, car ils ne savaient pas que l'homme assis à mes côtés, celui qu'ils avaient placé près de la sortie des cuisines, celui sur lequel ils n'avaient jamais daigné poser la moindre question, avait discrètement façonné des choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ils ignoraient ce qu'il avait bâti pendant qu'ils mesuraient la valeur des gens à l'aune de leur diplôme de droit et de leur salaire. Et quand le futur beau-père de ma sœur s'est levé, le visage livide, et a dit « Attendez, c'est vous », c'est à ce moment-là que 50 témoins ont regardé le monde soigneusement construit de mes parents voler en éclats en temps réel. Mais j'anticipe. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. La famille Pelletier pratique le droit depuis 3 générations, depuis 1952 pour être exact. Mon grand-père a ouvert le cabinet à Lyon avec un seul bureau et un téléphone à cadran. Mon père l'a agrandi pour y intégrer 15 avocats et une suite d'angles en plein centre-ville. La salle d'attente est remplie de photographies encadrées de tous les avocats Pelletier qui ont porté le nom de la famille comme une armure. Mon grand-père dans son costume à rayures. Mon père recevant son diplôme de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Ma sœur Chloé a sa remise de diplôme de la faculté de droit de Lyon, rayonnante aux côtés de nos parents. Je ne figure sur aucune de ces photographies. Non pas parce que je n'ai pas obtenu de diplôme. Non pas parce que j'ai disparu, mais parce qu'à 19 ans, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire une école d'infirmière au lieu d'une école de droit, quelque chose s'est brisé. Ce soir-là, à table, ma mère a regardé mon père, la lumière se reflétant sur son bracelet en perles, et a dit « Marc, que vas-tu dire aux Lemaire ?» Les Lemaire étaient des amis de la famille. Des avocats, naturellement. Mon père n'a même pas levé les yeux de sa mallette. Je leur dirai que Sophie explore ses options. Explorer ses options. C'est la phrase qui m'a poursuivi pendant 8 ans. Je me souviens de la première réunion de famille après l'obtention de mon diplôme d'infirmière. J'avais 23 ans. Mon oncle Richard, un avocat d'affaires, naturellement, a demandé des nouvelles des filles lors du grand repas de Noël. Mon père a souri, a réajusté sa cravate bleu marine, celle qu'il ne portait que lorsqu'il voulait faire impression, et s'est lancé dans une explication de 5 minutes sur le poste de Chloé au sein du cabinet familial, ses affaires en cours, sa trajectoire vers le poste d'associé junior. Quand l'oncle Richard s'est tourné vers moi, le sourire de mon père s'est crispé. « Et toi, Sophie ?» a demandé Richard. « Elle est dans la santé ?» a répondu mon père précipitamment. Puis il a changé de sujet pour parler d'une affaire de fusion, comme si j'avais cessé d'exister. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Que j'aimais mon travail? Que tenir la main d'un patient pour apaiser sa peur comptait plus pour moi que des heures facturables? Ils avaient déjà décidé que le métier d'infirmière n'était pas une carrière, c'était une phase. Le véritable schéma, cependant, se manifestait dans de plus petits détails. À Noël dernier, en 2024, ma mère a dressé la table avec sa précision habituelle. La place de Chloé était directement en face de mon père, la place d'honneur. Serviette en tissu pliée en cygne. La mienne était dans le coin, près de la porte de la cuisine. Serviette en papier. Pendant le dîner, ma mère a interrogé Chloé sur l'affaire Leroy, les yeux brillants d'un intérêt sincère. « Ma chérie, raconte-nous comment tu as géré le contre-interrogatoire. » Chloé a parlé pendant 15 minutes. Mes parents l'écoutaient comme si elle donnait une conférence TED. Puis ma mère m'a regardé. « Sophie, tu peux me passer le sel ?» C'était tout. Ce fut ma seule contribution à la conversation ce soir-là. Après le dîner, je me tenais dans la cuisine pour faire la vaisselle, seul comme d'habitude, et j'ai entendu la voix de ma mère dériver depuis le salon. « Tu fais vraiment notre fierté, ma chérie, » disait-elle à Chloé. « Tu le sais, n'est-ce pas ? » J'ai fermé le robinet, je suis resté là, la mousse du savon dégoulinant de mes mains,
attendant d'entendre si elle prononcerait mon nom ensuite. Elle ne l'a pas fait. Mais le moment qui a tout cristallisé, le moment où j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement déçus, mais qu'ils avaient honte, s'est produit il y a 8 mois. J'ai remporté un prix, celui de l'infirmière de l'année à l'hôpital général de Lyon. Ils le remettent chaque année à une seule infirmière sur 320 membres du personnel. J'avais fait des semaines de 60 heures, des gardes de nuit de 12 heures, tenu la main de patients mourants, défendu des familles qui n'avaient personne d'autre. La cérémonie avait lieu un jeudi soir, et durait 1 heure. J'ai envoyé l'invitation sur la discussion de groupe familial 3 semaines à l'avance. Mon père a répondu, « Sophie, j'ai des obligations ce soir-là. Tu comprends ?» Le lendemain, il a assisté à un gala d'un cabinet d'avocats où Chloé a prononcé un discours de 10 minutes sur le travail pro bono. J'ai vu les photos sur son Facebook, lui en smoking, rayonnant aux côtés de ma sœur. Lors de ma cérémonie, je me suis tenu seul sur scène, j'ai tenu ma plaque, j'ai regardé le public et j'ai vu les sièges vides que j'avais réservés. J'ai pris une photo avec le prix par la suite et je l'ai envoyée sur le groupe familial. Personne n'a répondu. Ni ce soir-là, ni le lendemain, ni jamais. J'ai gardé cette invitation sur mon réfrigérateur pendant 3 semaines. Un carton couleur crème avec des lettres dorées, veuillez vous joindre à nous pour honorer Sophie Pelletier. Chaque fois que j'ouvrais le frigo pour prendre du lait ou un reste de pâte, je la voyais. Un rappel que même mes réussites ne méritaient pas qu'ils y consacrent du temps. Alors, quand les gens me demandent pourquoi je n'ai pas pu parler de Lucas à mes parents, pourquoi je l'ai gardé à l'écart de ce monde-là, la réponse est simple. Ils n'ont jamais posé la question. Et même s'ils l'avaient fait, je ne suis pas sûr qu'ils auraient écouté. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez choisi une voie différente. Laissez un commentaire si vous savez ce que ça fait. Parce que ce qui s'est passé ensuite m'a fait réaliser que je n'étais pas seul à ressentir cela. Ma sœur Chloé a 30 ans. Elle est magnifique, brillante, travaille 80 heures par semaine au cabinet Pelletier et gagne 145 000 € par an en tant qu'avocate pénaliste. Elle conduit une BMW, porte des tailleurs Armani et pourrait plaider une requête en nullité pour écarter des preuves en dormant. Elle vit aussi dans une cage. Je ne dis pas ça avec cruauté. C'est un fait. Chaque décision que prend Chloé est filtrée par une seule question, que dirait papa? Je me souviens m'être assise avec elle dans un café au printemps dernier. Elle hésitait à accepter une offre d'associé junior. Tu crois que je devrais l'accepter? M'a-t-elle demandé en remuant son café au lait avec une précision mécanique. Qu'est-ce que toi, tu veux, ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre un problème de calcul mental en grec ancien. Je ne sais pas. Que dirait papa? Je ne demande pas à papa. Je te le demande à toi. Elle a posé sa cuillère, a fixé son café. Je suppose que je devrais lui demander. C'est là que j'ai compris que Chloé n'avait jamais eu le droit de vouloir quelque chose simplement parce que ça la rendait heureuse. Chaque réussite, chaque choix, chaque étape de sa vie avait été mesurée à l'aune de l'héritage Pelletier. Elle avait réussi, oui, mais elle n'avait jamais été libre. Moi? J'ai été libre à l'instant où ils ont renoncé à me contrôler. Je travaille comme infirmière diplômée d'État à l'hôpital général de Lyon. Je gagne 62 000 € par an. Je travaille de nuit, de 19h à 7h, 3 ou 4 fois par semaine. 12 heures debout, environ 60 patients par semaine. Je porte des blouses qui sentent l'antiseptique et des baskets aux semelles usées parce que le confort compte plus que la mode quand on marche 10 km par service. Mes parents regardent ces baskets comme si c'était la preuve de mon échec. Mais voici ce qu'ils ne voient pas. J'ai choisi ce travail parce qu'il a du sens. Parce que lorsqu'une femme de 83 ans est seule et effrayée à 2 heures du matin et que je m'assois près de son lit et lui tiens la main pendant la douleur, elle me regarde et dit « Merci de m'avoir vu ». C'est ce que ce métier m'a apporté. Ironique, n'est-ce pas? La carrière qui m'a rendu invisible aux yeux de ma famille m'a rendu visible aux yeux d'inconnus. 5 jours avant sa fête de fiançailles, Chloé m'a envoyé un message. Chloé, je sais que papa et maman sont compliqués au sujet de Lucas. Je suis désolé. Moi, tu n'as pas à t'excuser pour eux. Chloé, je veux juste que ce week-end se passe bien. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était, s'il te plaît, ne fais pas de vagues. S'il te plaît,
ne les mets pas mal à l'aise. S'il te plaît, reste petite et silencieuse pour que je puisse avoir ma fête parfaite. Moi, je n'avais pas l'intention d'en faire. Moi, merci. Je t'aime. Chloé, je t'aime. Elle le pensait. Je savais qu'elle le pensait. Mais l'amour sans action n'est qu'un mot. Et Chloé n'avait jamais pris ma défense quand ça comptait vraiment. Alors non, je n'étais pas en colère contre ma sœur. J'étais triste pour elle, parce qu'elle était tellement occupée à être la fille qu'il voulait qu'elle en avait oublié de découvrir qui elle était vraiment. Et le pire, c'est qu'avant, j'étais jalouse d'elle. Je souhaitais être celle dont il se vantait, celle qu'il présentait en premier, celle dont les accomplissements les faisaient rayonner. Mais en lisant son message « Je t'aime », j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais plus de leur fierté. Je voulais juste qu'ils me considèrent comme suffisante. Pas comme une avocate, pas comme un échec, juste comme Sophie. Mais ce n'est pas ainsi que cette histoire allait se dérouler. J'ai rencontré Lucas Dubois il y a 18 mois au marché de la Croix-Rousse. C'était un samedi matin, à la fin de l'été. J'y étais allé pour acheter des tomates et du pain frais, et j'ai fini par rester devant son stand pendant 20 minutes à parler du sens du travail. Il vendait de la viande de bœuf bio issue de sa ferme familiale, 60 hectares dans la campagne auvergnate, 4 générations de Dubois élevant du bétail sur les mêmes terres. Ses mains étaient calleuses. Sa chemise à carreaux avait une petite déchirure près du col. Il souriait quand il parlait aux clients, surtout aux femmes âgées qu'il interrogeait sur les techniques de pâturage de son grand-père. La plupart des gens demandent ce que je fais pour gagner ma vie, m'a-t-il dit ce premier jour, en me tendant un paquet de viande hachée enveloppé dans du papier Kraft. Vous avez demandé ce que je fais qui a du sens. C'est rare. J'ai regardé la table en bois derrière laquelle il se tenait. Simple, usée. Une petite pancarte peinte indiquait « Ferme familiale Dubois, fondée en 1924 ». Je suis infirmière, ai-je répondu. On me pose aussi souvent des questions sur mon salaire. Comme si c'était la seule chose qui définissait le métier. Il a hoché la tête, a souri. Vous avez compris. Puis nous avons échangé nos numéros, commencé à nous envoyer des messages, et avons eu notre vrai premier rendez-vous 2 semaines plus tard dans une brasserie qui servait des crêpes de la taille d'une assiette. Il m'a parlé de la ferme, de son choix de revenir après ses études universitaires au lieu d'accepter un poste dans une grande entreprise à la Défense, et de la façon dont son grand-père lui avait appris que l'héritage, ce n'est pas une question d'argent. C'est ce qu'on laisse derrière soi pour ceux qui nous suivent. Je lui ai parlé de ma famille, de la dynastie d'avocats, du sentiment d'être une déception parce que j'avais choisi les soins infirmiers plutôt que les tribunaux. Lucas a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, tu n'as pas à me les expliquer. Je sais ce que c'est que d'être mesuré sur la mauvaise balance. J'ai voulu lui demander ce qu'il voulait dire, qu'il avait mesuré, mais il a changé de sujet, et j'ai laissé couler. Certaines personnes portent une douleur silencieuse, et il ne faut pas insister. Au cours des 18 mois qui ont suivi, j'ai appris quelques petites choses sur Lucas Dubois. Il était humble d'une manière qui semblait presque délibérée. Il ne parlait pas d'argent, ne lâchait pas de noms célèbres, ne frimait pas. Il conduisait un pick-up Ford vieux de 10 ans, tournait avec les 3 mêmes chemises à carreaux, vivait dans une petite ferme avec son chien, un border collie nommé Luna. Mais il y avait des incohérences, de petits détails qui ne collaient pas tout à fait avec le cliché du pauvre paysan que mes parents s'étaient construits sans jamais l'avoir rencontré. Un jour, j'ai vu une notification par email sur son téléphone, TR, revue de demande de subvention, réunion du conseil de la Fondation Dubois. Pourquoi quelqu'un t'envoie un email au sujet d'une réunion du conseil d'une fondation? Ai-je demandé innocemment. Il a haussé les épaules. Un vieux projet, rien de passionnant. Une autre fois, j'ai remarqué qu'il avait un MacBook Pro, flambant neuf, le modèle le plus cher avec le maximum de mémoire RAM. Pas vraiment l'équipement standard pour quelqu'un qui est censé joindre les 2 bouts. Et puis, il y avait sa façon de parler. Pas seulement instruit. Beaucoup de gens sont instruits, mais c'était précis, réfléchi, comme quelqu'un qui avait passé du temps dans des pièces où les mots ont un vrai poids. As-tu déjà pensé à faire autre chose que de l'agriculture, lui ai-je demandé une fois, allongé sur une couverture dans son champ, en regardant les nuages. Tous les jours, a-t-il répondu doucement. Mais c'est ça qui compte pour moi, le travail, la terre, faire quelque chose de vrai. On dirait que tu as déjà fait autre chose avant. Il a souri.
Peut-être. Je n'ai pas insisté. Parce que voici la vérité, je me fichais de savoir si Lucas cachait quelque chose. Ce qui m'importait, c'était qu'il me voyait. Quand je lui parlais de mes pires nuits de garde, des patients que je n'avais pas pu sauver, des familles que je n'avais pas pu réconforter, il écoutait comme si c'était important. Mes parents n'ont jamais posé la moindre question sur lui au-delà des bases. « Tu sors toujours avec cet agriculteur ?» m'a demandé ma mère au téléphone début octobre. « Il s'appelle Lucas. »« Ah oui, Lucas. C'est sérieux ? » ?»« Ça fait plus d'1 an, maman. » Silence. « Eh bien, tu sais ce qui est bon pour toi, je suppose. » C'était tout. C'était l'étendue de son intérêt. Mon père était pire. Lors d'un dîner de famille en novembre, il a demandé « Que fait cet individu, Lucas, dans la vie ?» Il gère une ferme, il élève du bétail. Mon père a haussé les sourcils. Et c'est financièrement viable ? Il s'en sort. Je vois. Il a bu une gorgée de vin. La conversation était terminée. Ils n'ont jamais demandé où se trouvait la ferme, combien d'hectares elle faisait, ce que Lucas avait étudié à la fac, s'il avait de la famille, s'il me rendait heureuse. Ils ont vu un agriculteur et ont rendu leur jugement. Et ce jugement, c'était qu'il n'était pas assez bien pour une Pelletier. Alors, quand l'invitation à la fête de fiançailles de Chloé est arrivée, je savais déjà comment ça allait se passer. L'invitation est arrivée par la poste 3 semaines avant la fête. Du papier cartonné épais, des lettres en relief, la totale. Chloé avait écrit un petit mot à la main en bas, « J'espère que tu pourras venir et amener Lucas. » Des points d'exclamation comme si elle était excitée, comme si ça allait être amusant. La discussion de groupe familial racontait une autre histoire. « Maman, Sophie, amènes-tu un invité ? » Moi, oui, Lucas. « Maman, je vois. » S'il te plaît, rappelle-lui le code vestimentaire. Code vestimentaire. Tenue de cocktail. Comme si Lucas ne savait pas s'habiller seul. Papa, tenue de cocktail. Sans exception. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais. Juste des règles, des normes, du contrôle. Je n'ai pas répondu. À quoi bon ? Mais 10 jours avant la fête, j'ai découvert exactement ce qu'il ressentait vraiment. J'étais passé chez mes parents pour récupérer une robe que ma mère tenait absolument à me faire essayer, quelque chose qu'elle avait acheté et qu'elle trouvait plus approprié que mes propres choix. Pendant qu'elle était à l'étage en train de la chercher, je l'attendais dans le salon. C'est alors que j'ai entendu sa voix au téléphone dans la cuisine. La porte était entr'ouverte. Concernant les 2 places pour Sophie Pelletier et son invité, disait-elle d'un ton sec et professionnel. Veuillez les placer à la table 9, près de la sortie. Pas besoin de marque-place sophistiquée. Ils ne resteront pas longtemps de toute façon. Je me suis figé. Et pour les présentations au micro pendant le toast, concentrez-vous uniquement sur Chloé et Philippe. Nous n'avons pas besoin de compliquer le récit. Compliquer le récit. Je suis resté là, la main sur la rampe, sentant un froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas même de la tristesse, juste de la clarté. Ils n'étaient pas déçus de moi. Ils avaient honte de moi. Et ils essayaient activement de me cacher. Ma mère est descendue 1 minute plus tard, souriante, tenant une robe bleu marine. « Oh, parfait, tu es là. » Et c'est ça. Je l'ai regardé, j'ai regardé le bracelet en perles à son poignet, celui qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait impressionner les gens. Ses cheveux parfaitement coiffés, ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu l'as trouvé ?» ai-je demandé. « La robe ? » Oui, juste ici. Non, le plan de table pour la fête. Son sourire a vacillé l'espace d'1 seconde. Puis elle s'est reprise. Oh, nous sommes encore en train de finaliser les détails. Tu sais ce que c'est. J'ai pris la robe. La table 9. Elle a cligné des yeux. Pardon ? Tu nous places à la table 9, près de la sortie. Son visage est devenu soigneusement inexpressif. Sophie, il y a 50 invités. Nous devons bien asseoir des gens quelque part près de la cuisine, à l'écart des VIP. Ce n'est pas, elle s'est interrompue, recomposant son expression. C'est juste de la logistique, ma chérie. J'ai hoché lentement la tête, lui rendant la robe. Je porterai la mienne,
Mais celle-ci est. Je porterai la mienne, ai-je répété, calmement, fermement. Je suis parti sans l'essayer. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine de mon appartement en fixant l'invitation sur mon plan de travail. Lucas était à la ferme, mais nous avions prévu de nous parler plus tard. Quand il a appelé, je lui ai parlé des places, de ce que j'avais entendu. « Tu veux qu'on n'y aille pas ?» a-t-il demandé. Aucun jugement, je pose juste la question. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je finalement dit. Je dois y aller. Tu n'as rien à leur prouver. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. J'essaie de dire au revoir. Au revoir à la version de moi-même qui espérait encore qu'il changerait. Silence au bout du fil. Puis Lucas a dit, alors on ira ensemble. Et je savais que peu importe ce qui arriverait à cette fête, je ne serais pas seul. Mais je n'aurais jamais pu prédire ce qui s'est réellement passé. Aucun de nous ne l'aurait pu. Le domaine de Moncel est le genre d'endroit que les gens louent quand ils veulent faire impression. Façade en pierre de taille, jardin à la française, d'immenses baies vitrées donnant sur une cour privée. Mes parents l'avaient réservé pour la soirée, de 19h à minuit, sans regarder à la dépense. Un quatuor à cordes dans un coin, une fontaine à champagne sur 3 étages, 50 invités en tenue de cocktail discutant sous des guirlandes lumineuses chic. Lucas et moi sommes arrivés à 19h précise. Il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon sombre. Je portais une robe bleu marine simple, celle dont ma mère avait dit qu'elle était très bien avec un ton qui signifiait l'inverse. Mes parents se tenaient près de l'entrée pour accueillir les invités. Ma mère dans une robe couleur champagne, son bracelet en perles scintillant. Mon père dans un costume sur mesure, la posture parfaite. Quand ils m'ont vu, le sourire de ma mère s'est crispé. « Oh, vous êtes là. Pat, je suis contente que tu sois là. Pat, tu es ravissante. Juste vous êtes là. » Elle a regardé Lucas. « Et Lucas, c'est bien ça ?» Elle a prononcé son nom comme si elle le lisait sur un badge. « Oui, madame, » a dit Lucas en tendant la main. Elle l'a serré brièvement, sans le regarder dans les yeux. Mon père nous a fait un signe de tête, un rapide hochement de menton, puis s'est tourné pour accueillir le couple derrière nous avec une chaleur bien réelle. « Henri, Sylvie, si heureux que vous ayez pu venir. Entrez, je vous en prie. » Le juge Henri Beaumont et sa femme, les futurs beaux-parents de Chloé. Mon père a tapé amicalement sur l'épaule du juge comme s'ils étaient de vieux amis. Lucas et moi les avons dépassés pour entrer dans la salle principale. « Eh bien, » a dit doucement Lucas, « ça c'était de l'accueil. » J'ai failli rire. Failli. Nous avons trouvé le plan de table près du bar. Une calligraphie élégante sur un tableau au cadre doré. Table 1, Chloé Pelletier, Philippe Beaumont, le juge Henri Beaumont, Sylvie Beaumont, maître Marc Pelletier, la juge Valérie Pelletier. Les VIP. Table 2 à 7, un mélange d'avocats, quelques médecins, des chefs d'entreprise, des gens que mes parents voulaient impressionner. Table 8, de la famille éloignée venue de Bretagne. Table 9, Sophie Pelletier, Lucas Dubois, et 2 autres couples que je reconnaissais vaguement comme des amis de fac de Chloé à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Près de la sortie, ai-je murmuré. Lucas a lu le plan de table. Sa mâchoire s'est très légèrement contractée, mais il n'a rien dit. Il a juste posé sa main dans le bas de mon dos, douce, rassurante, et m'a guidé vers notre table. La table 9 était exactement là où ma mère l'avait décrite. Dans le coin au fond à droite, tout près des portes de la cuisine, à côté du couloir menant aux toilettes et à la sortie de secours. Pas de centre de table florale comme sur les tables 1 à 7. Juste une petite bougie et un peu de verdure. Nos marque-places étaient de simples cartons blancs. À la table 1, les marque-places avaient des bordures dorées et de petites fioritures calligraphiées. Nous nous sommes assis. Lucas a tiré ma chaise. Les 2 autres couples à notre table nous ont jeté un coup d'œil, ont souri poliment, puis ont repris leur conversation. De là où j'étais assise, je voyais parfaitement la table 1. Mes parents riant avec le juge Beaumont. Chloé et Philippe se tenant la main, radieux. Ma mère s'est penchée pour glisser un mot à Sylvie Beaumont, et elles ont toutes les 2 ri. Le genre de rire qui montre qu'on fait partie du club. J'ai baissé les yeux vers mon assiette vide. « Ça va ?» a demandé doucement Lucas. « Oui. Tu n'as pas l'air d'aller bien. »
Je vais bien, ai-je répondu. Et puis, parce qu'il méritait l'honnêteté, je savais que ça serait comme ça. Mais le savoir et le voir, ce n'est pas pareil. Il a passé la main sous la table, a pris la mienne et l'a serrée doucement. De l'autre côté de la pièce, deux hommes en costume, des avocats vu le volume de leur conversation, se tenaient près de la table 7. L'un d'eux a jeté un regard vers nous, puis s'est penché vers son collègue. Je n'entendais pas les mots, mais j'ai lu sur ses lèvres, c'est la fille cadette. L'autre homme a regardé, a haussé les épaules. Je croyais qu'il n'y avait que Chloé. Non, il y en a deux. Une voix différente, tu vois. Elle fait quoi? Infirmière, je crois. Et elle sort avec un agriculteur. Une pause, puis un petit rire étouffé. Eh bien, il en faut une dans chaque famille, j'imagine. Ils se sont détournés, sirotant leur champagne comme s'ils ne venaient pas de résumer toute mon existence en 4 phrases. La main de Lucas s'est resserrée sur la mienne. Il avait entendu, lui aussi. Ignore-les, ai-je chuchoté. Ce n'est pas moi qui le rejette. J'ai l'habitude. Les lumières ont légèrement baissé. Le quatuor a terminé son morceau. Un homme en smoking, le maître de cérémonie embauché par mes parents, s'est approché d'un micro près de la table 1. Bonsoir à tous, a-t-il dit d'une voix suave et travaillée. Si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer. Les 50 personnes se sont installées, le silence s'est fait, et c'est là que je l'ai vu. Le juge Henri Beaumont, assis à la table 1, a balayé la salle du regard. Ses yeux ont passé les tables 2, 3, 4, et se sont arrêtés sur la table 9. Sur Lucas. L'expression du juge a très légèrement changé, un petit pli barrant son front, comme s'il essayait de remettre un nom sur un visage connu sans y parvenir. Lucas l'a remarqué. J'ai vu qu'il l'avait remarqué. Son visage est resté neutre, mais il s'est redressé de quelques millimètres. Le juge Beaumont l'a dévisagé une seconde de plus, puis s'est tourné vers sa femme, lui a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais il n'a cessé de jeter des coups d'œil dans notre direction. 3 fois en 2 minutes. Tu le connais, ai-je murmuré à Lucas. On s'est déjà rencontrés, a répondu doucement Lucas. Quand? Il y a un moment. Avant que je ne puisse en demander plus, l'animateur a repris la parole. Et maintenant, pour introduire les familles de nos invités d'honneur, veuillez applaudir Maître Marc Pelletier et la juge Valérie Pelletier, les parents de la mariée. Applaudissements. Mes parents se sont levés, saluant gracieusement. L'animateur a poursuivi, Maître Pelletier est un avocat de renom ici à Lyon, et la juge Pelletier siège à la cour d'appel. Ensemble, ils ont bâti un héritage d'excellence dans le domaine du droit. Où vos applaudissements. Et maintenant, a repris l'animateur, accueillons la reine de la soirée, Chloé Pelletier. Brillante avocate pénaliste et la fierté de la famille Pelletier. La fierté, au singulier. Il ne m'a pas mentionné. Chloé s'est levée, rougissante, sous les applaudissements. Philippe lui a embrassé la joue. Et son fiancé, Philippe Beaumont, étoile montante du parquet de la République. Applaudissements. L'animateur a fait un geste vers le juge Beaumont. Sans oublier, bien sûr, le père de Philippe, l'honorable juge Henri Beaumont, dont la carrière à la Cour de cassation parle d'elle-même. Ovation debout pour le juge. Il a souri, modeste, et a fait un geste de la main. L'animateur a conclu, quelle assemblée remarquable de personnes si accomplies. Maître Pelletier va maintenant nous dire quelques mots. Mon père s'est levé, a ajusté sa cravate, a pris sa flûte de champagne, et 50 personnes se sont tournées pour l'écouter. Mon père a toujours su captiver un auditoire. C'est un talent aiguisé par 30 ans de plaidoirie et de dîner d'affaires. Il se tenait à la table 1, son verre levé, un sourire chaleureux et sincère en regardant Chloé. Tout d'abord, a-t-il commencé, je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir. 50 de nos plus proches amis et membres de notre famille, réunis pour célébrer une occasion vraiment spéciale. Il a fait une pause, laissant le silence attentif s'installer dans la pièce. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que père, a-t-il poursuivi. Et si vous m'aviez demandé il y a 30 ans ce que je souhaitais pour mes enfants, je vous aurais répondu, j'espère qu'ils comprendront ce que signifie bâtir quelque chose de grand, honorer un héritage, contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Il a regardé Chloé, sa voix s'est adoucie. Chloé a toujours compris cela.
Depuis le jour où elle a choisi ses études de droit, jusqu'au jour où elle a rejoint notre cabinet, et jusqu'à aujourd'hui, en la voyant s'engager avec un homme qui partage ses mêmes valeurs. Je n'ai jamais été aussi fier. Des murmures d'approbation ont parcouru la salle. Quelqu'un a lancé « Bravo ». Le sourire de mon père s'est élargi. À notre fille qui a tant réussi, notre fierté et notre joie. Il a levé son verre plus haut. Les 50 invités ont levé le leur en réponse. Et puis ses yeux ont glissé vers moi. Le sourire est resté, mais quelque chose derrière a changé, quelque chose de plus froid. Je tiens aussi à souligner, a-t-il dit lentement, que chaque famille est différente. Chaque enfant choisit sa propre voie. La pièce est devenue plus silencieuse. Les gens ont senti le changement de ton. Ma fille cadette, Sophie, a-t-il continué en faisant un vague geste dans ma direction, a choisi une voie différente. Elle est infirmière. Une profession respectable, assurément. Une pause, juste assez longue pour laisser le mot respectable flotter dans l'air, comme on décerne un prix de participation. Elle travaille dur. Je suis sûr qu'elle y trouve son accomplissement personnel. Nouvelle pause. Quelqu'un a toussé. Le son a résonné. Le sourire en coin de mon père était si subtil que, si vous ne le cherchiez pas, vous le manquiez. Mais je l'ai vu. Chloé l'a vu. Et vu la façon dont la main de Lucas s'est crispée sur sa fourchette, il l'a vu aussi. Et Sophie est en couple, a ajouté mon père, son ton devenant presque amusé. Avec un agriculteur, si je ne me trompe pas, quelques personnes ont ri doucement. Un rire poli, nerveux. Et toi, Sophie, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux cette fois. La question a claqué comme une gifle. 50 personnes se sont tournées pour me regarder. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas bronché, j'ai juste gardé ma fourchette à la main, mon visage soigneusement neutre. Mon père n'a pas attendu de réponse. Il s'est tourné vers la salle, levant son verre encore plus haut. J'ai appris au fil des années, a-t-il repris d'une voix redevenue mielleuse, que certaines voix mènent au succès. Il a fait une pause, laissant peser le mot. Et que d'autres mènent au contentement personnel. Il m'a souri. Le genre de sourire qui se veut bienveillant mais qui transpire la pitié. Aujourd'hui, nous célébrons la voie du succès. À Chloé, notre héritage en action, notre fierté et notre joie. 50 verres se sont levés, 50 personnes ont trinqué. Le visage de ma sœur était rouge cramoisi. Pas de bonheur, de honte. Philippe avait l'air mal à l'aise, remuant sur sa chaise. Mais mes parents, eux, avaient l'air satisfaits. La pièce a explosé d'applaudissements. Les gens se sont levés, ont fait teinter leurs verres. Mon père s'est rassis, acceptant les poignées de main et les tapes dans le dos. Et moi, j'étais assise à la table 9, fixant mon saumon intact, sentant 50 paires d'yeux braqués sur moi. Une larme a commencé à perler. Je l'ai chassée en clignant des yeux avant qu'elle ne coule. Lucas s'est penché vers moi. On peut partir. Non, ai-je répondu. Sophie. Je vais bien. Je n'allais pas bien du tout, mais je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir craquer. J'ai coupé un morceau de saumon, je l'ai mis dans ma bouche, j'ai mâché, j'ai avalé. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un a ri. Les conversations ont repris. Le moment était passé. Sauf que non. Parce que Lucas a posé sa serviette et s'est levé. La table à côté de nous a fait silence en premier, puis celle d'à côté. Une vague de silence s'est propagée à mesure que les gens remarquaient l'homme de la table 9, le pauvre fermier en chemise, debout au beau milieu du toast de mon père. Mon père a regardé dans notre direction en fronçant les sourcils. Y a-t-il un problème? Lucas n'a pas répondu tout de suite. Il est juste resté là, les bras le long du corps, calme et impassible. Et puis, le visage du juge Henri Beaumont est devenu complètement blanc. Il s'est levé lentement, regardant Lucas comme s'il venait de voir un fantôme. « Attendez » a dit le juge, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Lucas Dubois. Le silence dans la pièce est devenu de plomb. « C'est vous » Le juge Beaumont s'est éloigné de la table 1 et s'est avancé vers nous. Tous les regards dans la pièce l'ont suivi. Mon père s'est levé. « Henri, tout va bien ?» Le juge l'a ignoré. Il s'est arrêté à 1 mètre de notre table, fixant Lucas comme s'il essayait de résoudre une équation illogique.
Lucas Dubois, a répété le juge, plus fort cette fois. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Lucas a fait un petit signe de tête poli. Votre honneur. Le conseil de la Fondation sait-il que vous participez de nouveau à des événements publics? Conseil de la Fondation? Les mots sont restés suspendus dans l'air. Ma mère s'est levée à son tour. Henri, tu connais cet homme? Le juge Beaumont s'est tourné vers elle lentement. Son expression n'était plus du tout amicale. Si je le connais? Valérie, je vous présente Lucas Dubois, président de la Fondation familiale Dubois. Silence total. Mon père a cligné des yeux. Président de quoi? La Fondation familiale Dubois, a répété le juge Beaumont, prenant le ton qu'on réserve d'habitude pour expliquer quelque chose à un enfant. L'un des plus grands fonds de dotation de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du centre de la France. 1,5 milliard d'euros d'actifs. 60 programmes éducatifs répartis sur tout le territoire. Quelqu'un a eu le souffle coupé. Je crois que c'était l'un des avocats de la table 7. Le juge Beaumont a continué. Lucas et moi travaillons ensemble depuis 6 ans. J'ai cofondé la fondation avec son grand-père en 1998. Le visage de mon père avait blêmi. Je ne savais pas, non, a dit le juge d'un ton sec. Vous n'avez pas posé la question. Ma mère m'a regardé, puis Lucas, puis le juge. Mais il a dit qu'il était agriculteur. Il est agriculteur, a rétorqué le juge Beaumont. Il gère la ferme historique de la famille Dubois, 60 hectares, dans sa famille depuis 4 générations. Il a regardé Lucas. Mais c'est aussi l'un des hommes les plus intègres que je connaisse. Il a refusé 3 postes dans des conseils d'administration de multinationales rien que l'année dernière parce qu'il voulait se concentrer sur les initiatives d'éducation en milieu rural de sa fondation. Une femme à la table 4, que j'ai vaguement reconnue comme une consoeur avocate, a pris la parole. La Fondation Dubois. Ce sont eux qui ont financé le programme de bourse pour les infirmières en zone rurale, n'est-ce pas? Le juge Beaumont a hoché la tête. Entre autres choses. Le mois dernier, Lucas a engagé 11 millions d'euros pour étendre ce programme. Il estime que les infirmières sont la colonne vertébrale du système de santé. Il a jeté un coup d'œil vers moi. Il semble qu'il voit de la valeur là où d'autres n'en voient pas. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Lucas, Nous n'en avions aucune idée. Lucas l'a regardé, calme, inébranlable. Avec tout mon respect, maître Pelletier, a-t-il dit calmement, on ne me l'a jamais demandé. En 18 mois, personne dans cette famille ne m'a demandé ce que je faisais, ce qui m'importait, ou qui j'étais. Vous avez vu un agriculteur et avez décidé que c'était tout ce qu'il y avait à savoir. Il a fait une pause. A laissé la phrase faire son effet. Cela en dit bien plus sur votre façon d'évaluer les gens que sur moi-même. Personne n'a bougé. Le juge Beaumont a repris la parole, son ton désormais cinglant. Marc, il y a 2 semaines, j'ai invité Lucas à siéger au conseil consultatif de la cour d'appel. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Mon père a secoué la tête, muet. Il a dit non. Il m'a dit qu'il préférait se concentrer sur la nouvelle initiative de santé rurale de la Fondation. Cet homme a refusé plus de postes prestigieux que la plupart des gens ne s'en verront jamais offrir. L'expression du juge s'est durcie. Et toi, devant 50 personnes, tu as humilié ta propre fille parce qu'elle sortait avec lui. Ma mère a porté la main à sa bouche. Chloé s'est levée, des larmes coulant sur son visage. Sophie, a-t-elle dit, la voix brisée. Je suis tellement désolé. Philippe s'est levé aussi. Il a regardé son père, puis mes parents. Je crois, a-t-il dit prudemment, que nous devrions suspendre cette soirée. Mais le juge Beaumont n'en avait pas terminé. Tu veux savoir sur quoi Lucas et moi travaillions le mois dernier, a-t-il demandé à mon père. Nous examinions des demandes de subventions pour des hôpitaux ruraux. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit, les gens qui font le vrai travail, les infirmières, les aides-soignants, le personnel que personne ne voit, ils méritent notre soutien. Ce sont eux qui maintiennent le système à flot. Il m'a regardé. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus bouger. Lucas a fait un pas en avant, s'adressant à la salle. Je ne suis pas venu ici ce soir pour faire un scandale, a-t-il dit.
Sa voix était posée, mais elle portait. Je suis venu parce que Sophie me l'a demandé, parce qu'elle est profondément gentille et loyale, même envers des gens qui ne la voient pas. Il s'est tourné vers mes parents. Vous avez passé 18 mois à me juger sans jamais me poser une seule question. Vous avez décidé que je n'étais pas assez bien à cause de mes bottes et de mon pick-up, et c'est votre perte. Mais ce que vous avez fait à Sophie, mépriser sa carrière, ses choix, sa valeur. Ça, je ne peux pas l'ignorer. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle tient la main des gens quand ils meurent, a continué Lucas. Elle se bat pour des familles qui n'ont personne d'autre. Elle travaille 12 heures debout par nuit, rentre chez elle épuisée, et trouve encore le temps de se soucier des autres. Et vous avez réduit tout cela à du contentement personnel, comme si c'était un échec. Le silence s'est étiré. Puis ma mère a pris la parole, la voix tremblante. Sophie, nous ne voulions pas. Si, vous le vouliez, ai-je dit. C'était la première fois que je parlais depuis le toast de mon père. Tout le monde s'est tourné vers moi. Je me suis levé lentement. Mes jambes tremblaient, mais je tenais bon. Vous pensiez chaque mot, ai-je dit. Vous le dites depuis 8 ans. Peut-être pas à voix haute, mais à travers chaque décision. Chaque fois que vous m'avez assise loin des gens importants. Chaque fois que vous avez oublié de me parler de mon travail. Chaque fois que vous avez présenté Chloé en premier, en marquant un silence avant de me mentionner. Les larmes de ma mère se sont mises à couler. Je ne suis pas en colère, ai-je poursuivi. Et je le pensais vraiment. J'ai juste fini d'essayer. Fini d'espérer que vous me voyiez. Fini de me faire toute petite pour vous mettre à l'aise. J'ai regardé Lucas. Il a hoché la tête. Nous partons, ai-je annoncé. Et nous sommes sortis. 50 personnes nous ont regardés partir. Personne n'a essayé de nous retenir. 3 jours après la fête, mon téléphone a sonné. Chloé. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose, peut-être l'habitude, peut-être la curiosité, m'a poussé à décrocher. Steph. Enfin, Sophie, a-t-elle dit. Sa voix trahissait qu'elle avait pleuré. On peut parler? De quoi? De tout. De papa et maman. De ce qui s'est passé. Je me suis assise sur mon canapé. D'accord. Philippe veut reporter le mariage. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a dit, sa voix s'est brisée. Il a dit qu'il ne pouvait pas se marier dans une famille qui humilie les gens comme ça. Il a dit que si papa et maman ne réparent pas ça, il ne veut pas en faire partie. Chloé, son père est furieux. Sophie, le juge Beaumont a appelé papa hier pour lui dire qu'il se retirait du conseil juridique dont ils font tous les deux partie. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'associer à quelqu'un qui manque à ce point de décence humaine élémentaire. J'ai fermé les yeux. Et ce n'est pas tout, a continué Chloé. 2 des clients de papa ont rompu leur contrat. Ils ont dit. Mon Dieu, Sophie, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à un homme qui traite sa propre fille de cette manière. Combien? Quoi? Combien a-t-il perdu? Chloé est restée silencieuse un instant. Environ 1,1 million d'euros d'honoraires annuels. J'ai poussé un long soupir. Maman ne va pas mieux, a ajouté Chloé. 2 des juges avec qui elle travaille ont pris leur distance. Elle a été des invités du déjeuner du Cercle des femmes juristes le mois prochain. Je n'ai rien demandé de tout ça. Je sais. Mais ça arrive quand même. Parce que ce qu'ils ont fait était mal et que les gens l'ont vu. Je ne savais pas quoi dire. Sophie, a repris Chloé doucement. J'aurais dû prendre ta défense il y a très longtemps. Je suis désolé. Tu es désolé maintenant parce qu'il y a des conséquences. Non, enfin oui, mais pas seulement pour ça. Je suis désolé parce que tu avais raison. Ils ont été horribles avec toi. Et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de les affronter. J'ai entendu la vérité dans sa voix, les regrets. Que veux-tu que je fasse, Chloé? Je veux que tu les laisses s'excuser. Veulent-ils s'excuser ou veulent-ils réparer leur réputation? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Ils ont peur, Sophie. Ils ont perdu des clients, perdu le respect de leur père. Papa reste assis dans son bureau tous les soirs à fixer son téléphone comme s'il attendait encore de mauvaises nouvelles.
Maman pleure dans la salle de bain quand elle croit que personne n'écoute. Et tu veux que j'aie de la peine pour eux? Non, je veux que tu leur donnes une chance de réparer ça. J'y ai réfléchi. Je me suis demandé si des gens qui avaient passé 8 ans à me mépriser méritaient une chance. S'ils veulent me parler, ai-je finalement dit, ils peuvent m'appeler. Mais je ne vais pas leur faciliter la tâche. Et je ne ferai pas semblant que tout va bien juste pour les rassurer. D'accord, a chuchoté Chloé. D'accord. Nous avons raccroché. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé. Sophie, a-t-elle dit, sans préambule. Peux-tu passer à la maison? Ton père et moi, nous avons besoin de te parler. De quoi? De tout. De ce qui s'est passé. De nous. J'ai marqué une pause. Voulez-vous me parler parce que vous avez compris vos erreurs ou parce que vous subissez les conséquences? Le silence au bout du fil s'est étiré pendant 10 bonnes secondes. Puis ma mère a dit, les deux. Je ne vais pas te mentir, nous subissons les conséquences. Mais ton père et moi, nous avons parlé, vraiment parlé, et nous avons réalisé que nous t'avions fait défaut. Vous croyez? Je sais que ça ne répare rien, mais s'il te plaît, viens. Laisse-nous essayer. J'ai regardé Lucas, qui était assis en face de moi à la table de la cuisine. Il a haussé les sourcils. C'est ta décision. Je vais venir, ai-je répondu. Mais cette fois-ci, je parle et vous écoutez. D'accord, a dit ma mère. D'accord. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents un mardi soir. Lucas avait proposé de m'accompagner, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire seul. La maison était la même que d'habitude. Façade en briques, pelouse impeccable, le genre d'endroit qui crie, ici vit une famille qui a réussi. Ma mère a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Je suis entré. Mon père était assis dans le salon. Ce même salon où étaient accrochées ses photographies encadrées. 3 générations d'avocats Pelletier. Toujours aucune photo de moi. Chloé était là aussi. Elle m'a fait un petit sourire triste. Nous nous sommes assis. Personne n'a parlé pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'a probablement duré que 10 secondes. Puis mon père s'est raclé la gorge. Sophie, a-t-il dit, ta mère et moi. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas quoi, ai-je demandé. Que Lucas était quelqu'un d'important. J'ai secoué la tête. C'est ça le problème, papa. Tu l'as jugé avant de le connaître, tout comme tu m'as jugé. Il a tressailli. Tu as regardé ses bottes et son pick-up et tu as décidé qu'il ne méritait pas ton attention, ai-je poursuivi. Tu n'as jamais demandé ce qu'il faisait, ce qui lui tenait à cœur, s'il me rendait heureuse. Tu as juste vu un agriculteur et tu as décidé que ça signifiait l'échec. Ma mère a essuyé ses yeux. Tu as raison. Je sais que j'ai raison. Je le sais depuis 8 ans. Nous pensions. Mon père s'est arrêté, puis a repris. Je pensais que si je te poussais assez fort, tu deviendrais la version de toi-même que j'avais imaginée. Une avocate, qui a réussi, un pilier de l'héritage familial. Mais je ne suis pas avocate. Non, tu ne le es pas. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Et j'en suis désolé. Les mots flottaient dans la pièce. Es-tu désolé parce que tu as perdu des clients, ai-je demandé. Ou parce que tu m'as blessé? Les deux, a-t-il dit doucement. Je ne peux pas séparer les deux. Je suis désolé pour les deux. J'ai hoché la tête. Voici ce qui va se passer. Si vous voulez arranger les choses, nous allons faire une thérapie familiale. 8 semaines, 1 séance par semaine. Et lors de la première séance, je vais parler de 27 années à me sentir invisible. De toutes les fois où vous avez choisi Chloé à ma place. De toutes les fois où vous avez méprisé mon travail. De toutes les fois où vous m'avez fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Le visage de ma mère s'est décomposé. Et vous allez écouter, ai-je dit. Pas d'interruption, pas de justification. Pas de « mais on ne voulait pas dire ça comme ça ». Vous écouterez, c'est tout. Mon père a hoché la tête. D'accord. Et si vous ne pouvez pas vous engager à faire ça, si vous ne pouvez pas vous asseoir dans une pièce et entendre à quel point vous m'avez fait souffrir, alors c'est terminé.
Je serai poli lors des repas de famille. J'enverrai des cartes d'anniversaire. Mais ça s'arrêtera là. Nous le ferons, s'est empressé de dire ma mère. Nous ferons tout ce qu'il faut. J'ai regardé Chloé. Elle pleurait silencieusement. Et toi, lui ai-je dit. Tu dois découvrir qui tu es en dehors de leurs attentes, parce que tu as passé 30 ans à être la fille parfaite, et je ne suis pas sûr que tu saches ce que tu veux vraiment. Elle a hoché la tête. Je sais. Je me suis levé. Je vous vois la semaine prochaine. Le psychiatre s'appelle le docteur Rousseau. J'ai déjà pris rendez-vous pour la première séance. Je me suis dirigé vers la porte. Sophie a appelé mon père. Je me suis retourné. Je suis fier de toi, a-t-il dit. J'aurais dû le dire il y a très longtemps, mais je te le dis maintenant. Je suis fier de toi. Je n'ai rien répondu. J'ai juste hoché la tête et je suis sorti. Lucas m'attendait dans son pick-up à l'extérieur. Quand je suis monté, il a demandé « Comment te sens-tu » ? Libre, ai-je répondu. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Il a souri et a démarré le moteur. Alors que nous nous éloignions, j'ai jeté un dernier regard à la maison, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus besoin qu'il voie ma valeur, parce que je la voyais enfin moi-même. Alors voilà ce que j'ai appris de tout cela. La valeur ne se mesure pas à un salaire. Elle ne se mesure pas à des titres ronflants, à des diplômes de droit ou au nombre de personnes qui connaissent votre nom. Elle se mesure à la façon dont vous traitez les gens quand personne ne regarde. Lucas m'a appris ça. Il avait bâti une vie pleine de sens, discrètement, humblement, pendant que mes parents étaient occupés à mesurer le succès en euros et en prestige. Et moi, j'ai passé 8 ans à essayer de gagner l'amour de gens qui s'étaient fait une opinion sur moi avant même que j'ai eu ma chance. Mais j'ai fini avec ça maintenant. Mes parents et moi suivons notre thérapie. Certaines semaines sont difficiles. D'autres, nous faisons des progrès. Je ne sais pas si nous aurons un jour la relation que je désirais autrefois, mais j'ai appris que vouloir quelque chose ne signifie pas que cela m'est dû. Chloé a reporté son mariage. Pas annulé, reporté. Elle et Philippe travaillent sur ce que signifie construire un mariage basé sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Et Lucas, il est toujours Lucas. Il continue de s'occuper de sa ferme, de diriger la fondation, et refuse toujours de laisser sa richesse le définir. Nous sommes toujours ensemble. Nos 18 mois se sont transformés en 2 ans, peut-être plus à venir. Il m'a demandé l'autre jour, « Regrettes-tu d'être allé à cette fête ?» J'y ai repensé. À l'humiliation, au toast, au moment où tout s'est effondré devant 50 personnes. Non, ai-je dit, parce que cela a forcé la vérité à éclater au grand jour. Et parfois, c'est la seule façon pour que les choses changent. Mentioned it. They're fucking PlayStation Plus is giving God of War 2018 for free this month. No shit. And it's not like I need that. I literally bought the what's it called? Limited edition PS4 for God of War when it came out. Dude, you wanna know a not a God of War, a PS4 that I really wanted that was limited edition? I don't know if you saw the PS4 Pro, like the Spider-Man edition one that had like the big white spider on it. Oh my god, dude. Beautiful. I can probably still get one on eBay, but like, who's gonna do that? You apparently. No, because I'm poor. I got you, Farah. What you been working on? Good You job. out or? Oh goodness gracious. Yeah, I got the God of War limited edition PS4 because like it was the new God of War coming out. That was my shit growing up, you know? Mm-hmm. Assets for my world? Ah, okay, fair enough. There were so many limited edition PS4s, dude. Holy shit. Yeah. Did you ever end up putting in like the vending There's like machine? 2 Not the vending different machine, PS4s that were Spider-Man arcades? ones. I thought there was just the one. Pretty sure there was like 2 because I remember there being a red one too. Yeah, the red one is the one I was talking about.
Mm. But like, they had like a Batman one, an Uncharted one, a Metal Gear Solid one, Spider-Man, God of War, Destiny. God. Well, I'm dead. Yeah, you sent like a picture of like an arcade. I got you, Reaper. I don't know if you bought it or not. Thank you. It was like really expensive. Yeah, good job. I'm on the objective. Coming? Heads up, they're back for more. Protect me. Yes. Jeez, boys. I was trying to find my shrug button. Oh hell no! Didn't want to I spend have the a 40 shrug bucks. button. That's fair. You also know that the Metal Gear Solid PS4, like the limited edition one, was a fucking Taco Bell giveaway exclusive? Really? Yeah, you could only get it from that giveaway. I thought you could get it other ways. I guess not. Nope. Then they had the, I remember the Days of Play that had like the PlayStation icons on top of it. And they only made like 10,000 of those. Each one had like the little like the little number engraved on the console, like the number of the console that you bought. Holy shit. Yeah, I bet somebody was having fun with their 6.9 console. Shit. Is everyone dead? Yep. Yep. Alright, we're gonna do this, guys. I'm actually gonna play Mora, because I feel like we need her. You think we need the extra DPS? Mm-hmm. I need the healing to be all over the place, too. I'm just getting shit on by this soldier, dude. Can't do anything. Hey, put his aimbot on. Damn it. Oh my god. That's alright. I still need to go and see your world. They're banking too hard on Zarya. Oh. Still haven't gone yet. Then again, I haven't really been on VR at all. A bit of Valheim. Try soldier. Here's hoping my aim isn't shit. You'll be fine. 4, 3, 2, 1. Imagine you're playing Call of Duty when you're playing Soldier. That's all you gotta do. I play more Apex these days. Good. Get back, get back, get back, get back, get back, get back. Okay. Don't push too much in like that. Oh boy, Monkey needs my help. Oh Damn my it. god. I didn't even see the other one. Oh shit, okay. Uh-huh. Did she really lock that whole area down just to kill me, dude? My god. Good job, guys. Healing for everybody. Good, 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 good. Yes, yes, yes. Good job. Good fucking job. Kimbo, let's fucking go, dude. I don't like Symmetra.
I don't either. Did you see her locking the whole room down because of me? Yep. Get back, get back, get back. Oh, I'm okay. Got you. I'm okay. just making sure. I got you. Thank you. That was a terrible ult by Sigma. He wasted the fuck out of that. Yeah. For real. Sorry, sorry. No, get Mercy out of here. Damn it.